Très bien les amis, bon mercredi à tous. Désolé pour le petit retard aujourd'hui. Je commence l'école à la maison, donc je m'adapte au nouveau planning. Où commencer? Bon, Josh Hammer, parce que ça devient certainement un peu plus intéressant, peut-être même un peu plus sombre que ce à quoi on s'attendait. Parce que seulement 16 heures avant que Charlie Kirk ne soit assassiné, il a mystérieusement retweeté un tweet de 2013 de Donald Trump appelant à des exécutions publiques. J'ai essayé et je ne vois pas comment y parvenir. Que je peux vous expliquer avec certitude pourquoi il a tweeté cela, d'autant plus qu'il avait déjà admis avoir eu une longue conversation avec Charlie la veille de sa mort en compagnie d'un rabbin en Israël, conversation dont il était très fier. Dinesh D'Souza est également entré en lice. Bienvenue, Dinesh D'Souza. Il rejoint ainsi tous les commentateurs qui détestent Candace Owens. C'est bien qu'il se soit lancé dans cette aventure, il a des choses à me dire. Nous allons en discuter parce que c'est bizarre. Et je vais également vous expliquer, plus formellement du moins, pourquoi j'ai décidé d'activer un véritable coupe-circuit. Et je veux que vous fassiez attention parce que c'est vraiment important. Bienvenue à nouveau chez Candice. Pris à son propre piège. C'est une expression, évidemment, qu'on utilise beaucoup, et j'ai cette manie de toujours devoir retourner faire des recherches et comprendre pourquoi on utilise des expressions courantes, parce que plus personne ne réfléchit vraiment à ces choses-là aujourd'hui. Celle-ci est assez évidente. Cela fait référence au moment où les soldats utilisaient un pétard, essentiellement un dispositif explosif en forme de seau rempli de poudre à canon, en fait une bombe, pour faire sauter les portes et les fortifications murales de leurs ennemis. Ils allumaient la mèche et parfois ils étaient eux-mêmes victimes de leur propre bombe. Et c'est exactement ce qui arrive en ce moment à Josh Hammer, des semaines après l'assassinat de Charlie Kirk. Josh Hammer accusait de façon obsessionnelle et sans vergogne les gens de mentir, de profiter de la situation, d'essayer de détruire l'héritage de Charlie Kirk. Charlie Kirk était son ami, affirmait-il de manière plutôt maniaque. Charlie n'a jamais une seule fois hésité sur le sujet d'Israël. Il est mort en aimant simplement Israël. C'était comme « tu te moques de moi ». C'était tout ce qui comptait pour lui. Regardez juste quelques-uns de ses tweets, au passage. Ceci est un collage. On n'a tout simplement pas toute la journée pour rassembler les tweets délirants de Josh Hammer, mais vous voyez le tableau. Il y a actuellement une opération répugnante pour détourner l'héritage de Charlie Kirk. Il y a en ce moment une opération répugnante qui profane la mémoire de Charlie en essayant de le convertir à titre posthume au gris-prisme. Je n'arrive pas à croire qu'il existe quelque chose appelé le rupertisme. On m'a donné accès à cette lettre il y a quelques mois, et je l'ai lue à ce moment-là. Tucker, Candace et d'autres acteurs de mauvaise foi mentent effrontément à propos de Charlie et d'Israël. Candace Owens et d'autres opportunistes, remettez ça à l'écran une seconde. Candace Owens et d'autres profiteurs essaient de réécrire et de détourner à titre posthume l'héritage du grand Charlie Kirk pour servir leurs desseins manifestement malveillants. Il y a eu une opération répugnante. Hop, la réalité est simple. Charlie était un pont. C'est étrange qu'il répète sans cesse cette phrase. Comme je l'ai dit, maniaque, obsédé. Et bien sûr, dans le confort de sa propre folie, avec le soutien total de la presse et le silence des autres soi-disant amis de Charlie, Josh jouait vraiment le rôle d'un vrai pharisien. Il était certain que la vérité ne ressusciterait pas. Il était tellement sûr de l'avoir tué et qu'il pouvait lui-même s'approprier l'héritage de Charlie Kirk. Sauf que la vérité a en quelque sorte ressurgi comme elle le fait toujours, et le monde sait maintenant que Josh Hammer avait une connaissance personnelle et intime du fait que les opinions de Charlie étaient en train de changer. Il a menti à propos de la réunion dans les Hamptons. Je vous ai dit la vérité depuis le premier jour. Seth Dillon et Josh étaient personnellement contrariés par la défiance de Charlie envers l'État d'Israël. Seth Dillon était le plus vocal des deux lors de la réunion dans les Hamptons, comme je l'ai dit, en ce qui concerne le fait de mettre la pression sur Charlie. Tous deux étaient contrariés par la façon dont ils voyaient ses opinions évoluer. Et Tucker avait donc raison lors de la cérémonie en mémoire de Charlie Kirk. C'était vraiment la bonne analogie quand il a parlé de ce genre d'individus qui complotent, mentent et pensent qu'ils vont réussir à, assassiner la vérité dans l'histoire de Jésus-Christ. Écoutez plutôt.
Charlie aurait adoré cela, non seulement parce qu'il aimait les grands rassemblements, mais aussi parce qu'il était avant tout un évangéliste chrétien. Et cela me rappelle en fait mon histoire préférée de tous les temps. Donc, il y a environ 2000 ans à Jérusalem, Jésus arrive et commence à parler des gens au pouvoir et il fait la pire chose possible. Il dit la vérité sur les gens et ils détestent ça. Ils deviennent complètement fous. Ils détestent ça et ils deviennent obsédés par l'idée de le faire taire. Ce type doit arrêter de parler. Il faut qu'on fasse taire ce type. Et je peux presque imaginer la scène dans une pièce éclairée à la lampe, avec un groupe de gars assis autour d'une table, en train de manger du houmous, en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire de ce type qui dit la vérité sur nous. Il faut absolument qu'il arrête de parler. Et il y a toujours un gars avec une idée lumineuse, et je l'entends dire « j'ai une idée, pourquoi ne pas simplement le tuer ?» Ça le fera taire. Ça réglera le problème. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tout est inversé. Et je pense que les béatitudes l'expriment de la façon la plus nette. Tout est en quelque sorte l'opposé de ce à quoi on s'attend. C'est un fait et ce sera toujours l'opposé de ce que l'on pense lorsque l'on s'en prend à des personnes qui disent la vérité. Et la vérité, c'est que c'est désormais un fait établi, comme je l'ai dit, que Josh Hammer savait que les perspectives de Charlie Kirk sur Israël étaient en train de changer. Et depuis cette annonce, des utilisateurs de Twitter ont relevé un tweet très étrange que Josh Hammer a publié 16 heures avant l'assassinat de Charlie Kirk. Sans aucune raison apparente, il a retweeté quelque chose que le président Donald Trump avait publié il y a 12 ans à propos des exécutions publiques. Le voici. Voici ce retweet. Trump a écrit le 19 avril 2013. Devrait être public. Exécution pour que tout le monde voit. Vous mettrez fin à ces conneries rapidement. Et Josh Hammer répond simplement en disant « Basé, vous pouvez voir, nous sommes à l'heure centrale, donc il est environ 21h05, heure de l'Est. » Alors, quelle est la justification pour cela? Il pourrait y en avoir une. J'ai vraiment essayé au début de rationaliser ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Josh Hammer décide de fouiller dans les archives Twitter de 2013 et de retweeter quelqu'un appelant à quelque chose? Appelant à une exécution publique, eh bien, je vais laisser l'un des nombreux agents de relations publiques sionistes l'expliquer d'abord. Yashar Ali, qui, comme je l'ai dit, est littéralement payé pour faire de la communication pour les sionistes. Je le sais, personnellement, à droite comme à gauche, il a essayé de justifier cela en mentant un peu, je dirais. Il a tenté d'affirmer de façon catégorique que Josh faisait référence au criminel qui a horriblement assassiné la réfugiée ukrainienne Irina Zerutska en Caroline du Nord. C'était évidemment une grosse affaire au début du mois de septembre. Yashar Ali a écrit ceci. La nuit dernière, Candace Owens a retweeté avec commentaire le tristement célèbre néo-nazi Sam Parker qui a souligné que Josh Hammer, qui est juif et était un ami de Charlie Kirk, avait mis en avant un tweet de Trump datant de 2013 la veille, lequel appelait à des exécutions publiques. Candace, bien sûr, aimerait que les gens croient que le retweet de Josh est suspect dans le contexte de l'assassinat de Charlie Kirk. Mais Josh ne faisait que partager ce que de nombreux conservateurs partageaient et affirmaient la veille. C'est parce qu'il parlait du meurtre horrible d'Irina Zerutska. C'est ici que je précise qu'aucune nation civilisée n'utilise la peine de mort, entre parenthèses, en référence à ses propres pensées. Ensuite, un autre utilisateur a saisi l'occasion et a tenté d'établir un fait erroné selon lequel la vidéo du meurtre d'Irina aurait été diffusée ce jour-là dans la nuit. Et c'est pour cela que Josh aurait tweeté cela. Tout cela est factuellement faux. D'accord, Irina a été assassinée le 22 août. Son agresseur a été arrêté le jour même et la vidéo a été diffusée et est devenue virale sur X le 5 septembre. Josh lui-même a publié plusieurs tweets concernant l'homicide, comme tout le monde, car, comme je l'ai dit, c'était en tendance. Et lorsqu'on lui a demandé spécifiquement quelle punition ou quelle criminalité son agresseur devrait peut-être affronter, Josh n'a à aucun moment, d'après ce que j'ai pu vérifier, que ce soit dans les actualités, dans sa propre émission ou ailleurs, il n'a jamais parlé de peine de mort ou, vous savez, d'exécution publique. Au lieu de cela, comme vous allez le voir et nous allons vous montrer Josh dans ses propres mots, il a parlé du 2 poids, 2 mesures entourant la couverture médiatique de son meurtre et, plus largement, du sujet de la criminalité et de la sécurité en Amérique.
Écoutez ce que Josh a dit. Vous savez, Gabriel, je suis avocat de formation et je me souviens de ma première année de droit en 2013, quand je suivais le cours de droit pénal. C'était un peu le début de l'incursion de la gauche dans ce qu'on appelle la réforme de la justice pénale. Et même à l'époque, il y avait beaucoup de discussions parmi mes camarades de classe plus libéraux sur le fait que, vous savez, l'incarcération, les prisons, le fait d'enfermer les gens, tout cela n'est qu'une question de racisme. C'est un peu comme si c'était un vieux symbole d'une société patriarcale blanche, colonialiste, impérialiste, et que le but ultime était en gros de supprimer le financement des prisons. Et puis, vous savez, si certaines personnes commettent des crimes violents, eh bien, laissons les choses se dérouler comme elles le doivent. Eh bien, vous savez, il faut laisser les choses se dérouler comme elles le doivent. Mais la plupart des Américains n'ont pas perdu la raison. La plupart des Américains partagent l'avis de Donald Trump, c'est-à-dire qu'ils veulent une sécurité de base absolument basique. Et Je ne conteste pas que nous souhaitions tous une sécurité de base. Je ne l'entends tout simplement pas. Et comme je l'ai dit, j'ai cherché, même lorsqu'il réclamait la peine de mort à l'époque, dans les jours qui ont précédé. Alors j'ai décidé de faire ce que je fais toujours, plutôt que d'affirmer ce qu'il voulait vraiment dire ou non. J'ai décidé de créer une microchronologie des tweets de Josh Hammer. Et ça devient assez intéressant le 9 septembre, la veille de l'assassinat de Charlie Kirk. Voici ce que Josh Hammer a tweeté. Il a tweeté un total de 9 fois le 9 septembre et on peut comprendre ce qui se passait ce jour-là à travers ses tweets. Il se réveille à 7h30 du matin. Ou plutôt, il publie son premier tweet à 7h30 du matin. Et il tweete à propos d'un scandale viral impliquant la foule des Phillies. Au fait, c'est à l'heure normale de l'Est. Juste après, il tweete un lien, celui que je viens de vous montrer, vers son passage dans les médias à propos d'Arena Zarutska, où il ne réclame pas la peine de mort ni rien de ce genre. Presque la peine de mort. À 9h23, il tweete contre Tucker Carlson parce qu'il doit le faire au moins 2 fois par jour, sinon j'ai l'impression qu'il ne peut pas continuer sa journée. À 9h29, il tweete en faveur d'Israël et lance une pique à Trump et au Qatar. Et tout cela est lié à ce qui s'est passé le 9 septembre, à savoir qu'Israël a bombardé le Qatar sans raison, en violation du droit international, ce qu'ils ont tendance à faire souvent. Mais lui, bien sûr, soutenait ce qu'il faisait. Et donc, il lance une pique à Trump et à la relation de Trump avec le Qatar, parce que j'imagine que ce serait acceptable de violer le droit international si Trump n'était pas ami avec le Qatar ou quelque chose comme ça. À 11h33, il tweet contre l'Arabie saoudite parce qu'ils ont publié une déclaration contre ce qu'Israël avait fait. Donc, il tweet contre l'Arabie saoudite. Et puis à 15h, il tweet contre Tucker Carlson pour avoir dit la vérité sur Israël et le 11 septembre. Encore une fois, il doit faire ça plusieurs fois par jour. Ça fait partie de son rituel. À 17h58, il tweet que la Bible hébraïque est le fondement de la civilisation occidentale. Accompagné d'un discours qu'il avait prononcé, il partage un lien. Encore une fois, il se met en avant. À 17h59, il tweet la promotion de son passage dans les médias à propos d'une décision de la Cour suprême. Et puis, il y a cette pause de 3 heures. Il pose son téléphone. Peut-être que c'est une pause de 3 heures pendant laquelle il parle à Charlie Kirk. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il parle à Charlie Kirk le soir. Et puis à 21h09, encore une fois, on parle de l'heure de l'Est. Josh Hammer tweet en faveur de l'exécution publique et aucun contexte n'est donné. Donc toute personne qui vous dit qu'il voulait forcément dire ceci ou qu'il ne voulait forcément pas dire cela est un menteur. Nous ne pouvons pas le savoir. Nous ne pouvons pas connaître les pensées de Josh Hammer. Quelques points que je veux souligner. Josh ne dit pas dans ce tweet qu'il réclame la peine de mort. Les gens qui réclament la peine de mort, débattre de la peine de mort est un débat politique très courant. C'est un sujet de discussion politique très courant. Ce n'est absolument pas un sujet de discussion ou un débat politique typique ou habituel concernant les exécutions publiques. On n'en parle pas souvent. C'est une demande extrêmement spécifique, n'est-ce pas? C'est généralement réservé à une réaction viscérale face à quelque chose que l'on a vu. Et sur le moment, n'est-ce pas? Matt Walsh, en fait, quand on préparait l'émission, j'ai dit « Je te garantis que lorsque cette vidéo a été diffusée, c'était le 5 septembre. 4 jours plus tôt, Matt Walsh aurait tweeté « Cette personne devrait être exécutée publiquement. » Et d'ailleurs, il l'a fait. Il ne l'a pas fait. Il a dit « On ne peut pas continuer à vivre comme ça. La seule solution, c'est une punition impitoyable. L'exécution publique pour les criminels violents, de longues peines de prison, des travaux forcés. » Ce type avait déjà été arrêté plusieurs fois auparavant. Il aurait déjà dû purger 30 ans dans un camp de travail. C'est la seule façon
comme nos ancêtres le savaient. Nous avons essayé la compassion et la justice réparatrice et voilà le résultat. C'était inévitable. Donc Matt Walsh est ensuite allé dans son émission et a expliqué plus en détail ce tweet déjà contextualisé. Et il a expliqué comment les hommes ont une réaction viscérale lorsqu'ils voient quelqu'un être victime, une femme être victime de la manière dont Irina l'a été. Donc, pour être sûr, nous avons décidé de vérifier si c'était peut-être un sujet régulier dont Josh Hammer parlait aussi, à savoir les exécutions publiques. Et je peux vous dire que ce n'est pas un sujet que Josh Hammer aborde ou tweete régulièrement. La première fois qu'il a tweeté à propos d'une exécution publique, c'était en 2013. Et il l'a dit en 2022. Il l'a dit en référence au compte du terroriste de l'attentat du marathon de Boston. Je suis désolé, le tireur d'Uvalde. Le tireur d'Uvalde est apparemment mort, mais tout comme pour le tireur de Buffalo, ce niveau de pure malveillance aurait été un autre moment idéal pour une exécution publique. Donc, pour être clair, cela a du sens, n'est-ce pas? Il est dans l'instant et il dit « j'ai une réaction viscérale ». À l'idée qu'une autre école soit la cible d'une fusillade, qu'il y ait une nouvelle fusillade dans une école. Et pour cette raison, je dis que cela aurait été un scénario approprié pour une exécution publique. Les émotions sont à vif. Vous réagissez de façon viscérale et vous apprenez des choses. Vous voyez et vous apprenez ces choses sur le moment. Comme je l'ai dit, cela aurait du sens dans son contexte. Je veux aussi vous rappeler que Josh Hammer est avocat de formation. Il a été à un moment donné rédacteur en chef du Daily Wire et il est actuellement rédacteur en chef principal chez Newsweek. En plus, il anime sa propre émission. Ce que je veux dire, c'est qu'il sait communiquer. Ce n'est pas un type lambda sur Twitter qui sait que si vous n'avez pas tweeté sur un sujet, vous ne pouvez pas balancer des tweets sur des exécutions publiques sans les contextualiser, non? Il comprend très bien qu'on n'envoie pas simplement un tweet isolé à 21h en pensant que tout le monde va se demander « de quoi parles-tu ?» Il sait que le public ne va pas comprendre ce qu'il veut dire s'il ne fournit pas un peu plus de contexte. Et j'ajouterai aussi ici que ce n'est pas particulièrement utile que Josh Hammer, en tant qu'individu, soit obsédé par la colère. C'est un petit homme incroyablement en colère. Vous pouvez lire ses tweets. Il a ouvertement exprimé des opinions intolérantes et pleines de préjugés à l'encontre des personnes blanches. D'accord. Il ne se considère pas comme une personne blanche. Il se considère comme appartenant à une race distincte, juive. C'est un fait. Et ce n'était pas il y a si longtemps. Nous n'avons pas besoin de remonter à 2013 pour entendre ses idées à ce sujet. Voici un tweet de lui en 2019 qu'il a ensuite effacé concernant les personnes blanches. Voici ce qu'il a dit. La haine des Juifs est inhérente à l'ADN européen. D'accord? Tout comme c'est inhérent. Si vous êtes blanc, vous êtes coupable par nature. Vous êtes intrinsèquement antisémite. Vous êtes né comme ça. C'est simplement dans votre ADN. C'est incroyable qu'il ait dit ça. Et en réponse, il nous a dit qu'il le pensait de façon métaphorique, ce qui, en quelque sorte, métaphore. Peux-tu remettre ce tweet? Je m'y connais un peu en métaphore et en comparaison, et je ne ressens pas que la haine des Juifs soit inhérente à l'ADN européen. Qu'est-ce que vous pensez de cette métaphore, les gars, pour vous? Parce que je pensais qu'une métaphore pourrait être cheveux de feu pour décrire quelqu'un qui est roux. Oh non, ce n'est pas littéralement du feu. C'est rouge-feu? Non, je ne pense pas qu'une métaphore consisterait à dire explicitement et littéralement que la haine des Juifs est inhérente chez les personnes blanches. Je trouve ça formidable. Qu'il ait la permission, il n'y a aucune conséquence. C'est comme dire, ouais, rédacteur en chef de Newsweek, tu vas faire quoi? Ça va. On peut détester les Blancs, nous le savons tous. Ça va. Parfaitement bien. Bref, c'est ce qu'il pense de vous. Arrêt complet. Et c'est peut-être pour cela, à cause de la façon dont il traite et attaque régulièrement les gens et de sa méchanceté, que les gens ne se montrent pas particulièrement charitables envers lui. Surtout après avoir été démasqués comme des menteurs si audacieux, si effrontés, si répétés et si inutiles.
Concernant la pression que Charlie subissait, une pression à laquelle Josh Hammer a contribué dans les semaines puis dans les heures précédant la mort de Charlie Kirk, cela me rend triste que Charlie ait été stressé et inquiet et que les mêmes personnes qui le mettaient dans cet état d'anxiété et d'inquiétude, ce soient ensuite elles qui l'ont encensé lors de son éloge funèbre et qui ont menti à ce sujet. Pourquoi mentir? C'est la partie que le public ne comprend pas. Comment peut-on alors faire confiance à une telle personne? Qui ment de cette manière? Il est naturel alors de se demander sur quoi d'autre Josh ment-il? Aurions-nous confiance si Josh venait affirmer que ce tweet concernait bien Irina? D'autres personnes ont ressorti des tweets de Trump. Certains ont même ressorti précisément ce tweet et ont appelé à une exécution publique. Feriez-vous confiance à Josh s'il disait « Je sais que je n'ai pas contextualisé et que j'ai tweeté toute la journée sur Israël, mais c'était sur Irina ». N'oubliez pas, il s'en est vanté partout. Et il a raconté à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il avait parlé à Charlie la veille de sa mort. Probablement dans cette fenêtre de 3 heures, il s'est vanté qu'il avait eu, avec le rabbin Wolicki, un appel Zoom avec Charlie. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que Charlie voulait qu'il l'aide avec ses arguments sur Israël. Maintenant, je dois dire que Charlie était l'un des débatteurs les plus talentueux de tous les temps, littéralement. De toutes les personnes que j'ai vues débattre sur scène, c'est de Charlie Kirk que j'ai appris mes techniques de débat. Donc, c'est très nouveau pour moi de penser qu'ils ont organisé cet appel parce qu'il avait besoin de conseils en débat d'un rabbin en Israël et de Josh Hammer. Mais soyons honnêtes, je n'ai aucune preuve du contraire parce que je n'étais pas sur l'appel Zoom. Et Josh a précisé à plusieurs reprises que lors de sa dernière conversation avec Charlie, plus que tout, s'intéressait vraiment au livre de Josh. À tel point que dans son tout premier tweet, après l'annonce de la mort de Charlie, Josh parvient à mentionner son livre. Je ne plaisante pas. Voici son tweet. Il écrit ceci. « Je suis sans voix, dévasté et le cœur brisé. Nous avons parlé il y a moins de 24 heures. Charlie a plaisanté en disant qu'il allait faire la promotion de mon livre lors de cette même tournée. C'était une force unique, un leader d'une génération. Priez pour la magnifique épouse de Charlie et leurs jeunes enfants. Repose en paix, guerrier. » Et comme vous l'avez vu hier, Josh n'oublie jamais de faire la promotion de son livre. Il n'a jamais oublié une seule fois de parler de son livre. Quelques jours après la mort de Charlie, il est allé sur JTV, qui est diffusé sur la chaîne juive mondiale, pour discuter de cet appel, ce dernier appel avec Charlie, plus en détail avec une animatrice nommée Ali. Et voici ce que Josh dit à propos de son livre. En fait, nous avons vraiment parlé pour la dernière fois moins de 24 heures avant l'assassinat. Nous avons eu un appel Zoom, un ami à moi, lui et quelques-uns de ses producteurs. C'était un petit appel. Nous parlions littéralement avant tout des questions anti-israéliennes auxquelles il s'attendait à recevoir lors de cette tournée sur les campus. Nous étions en train de lui expliquer des arguments, des stratégies et comment gérer ces questions hostiles attendues. Et tu sais, tu as mon livre « Israël et la civilisation, Ali ». Les derniers mots, je crois, que Charlie m'a adressés, il a littéralement dit « Tu sais, Josh, quand la question d'Israël sera posée, je vais simplement recommander ton livre, tu sais, Israël et la civilisation, parce que je pense que ce que tu écris dans ce livre, c'est fondamentalement ce que je ressens aussi. » Et ça a fini par être la dernière fois que nous avons parlé. Eh bien, vous l'avez entendu. C'est comme si le dernier souhait de Charlie était que vous achetiez le livre de Josh Hammer. Je veux dire, il a dit « Et, littéralement, la dernière chose qu'il m'a dite, c'était « Je vais juste faire la promotion de ton livre ». Ce qu'il voulait faire pendant cette tournée, c'était simplement promouvoir le livre de Josh Hammer. Et c'est tellement triste qu'il n'ait jamais eu l'occasion de promouvoir le livre de Josh Hammer. Maintenant, poursuivons cette interview car on va lui poser des questions plus précises sur certains personnages du mouvement qui essaient, soi-disant, de détourner l'héritage de Charlie en disant la vérité. Et de façon remarquable, il va réussir. Je vous jure, il va encore réussir à parler de son livre. Écoutez bien. Précisément comme vous l'avez mentionné, il y a eu des personnes comme Ian Carroll, et ça me fait mal de mentionner son nom, Candace Owens, parce que je sais à quel point elle était proche, et peut-être l'est-elle encore, de Charlie. Mais au final, elle a choisi de détourner sa mort en ce moment pour en rejeter la faute sur Isra. Je veux dire, c'est vraiment troublant. Mais ensuite, il y a les gens qui sont un peu plus au milieu. Peut-être que je ne dirais même pas au milieu, mais ils vacillent un peu. Les Megyn Kelly, les Michael Knowles et d'autres se trouvent un peu dans cet entre-deux.
Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe avec eux? Oui, écoute, on pourrait parler de chaque commentateur un par un, mais je pense qu'il est plus simple de faire quelques généralisations. Oui, je pense que beaucoup essaient simplement d'adapter leurs commentaires là où ils perçoivent un certain élan, surtout parmi la jeune génération. Mais donc, je pense qu'une grande partie consiste à, tu sais, essayer de sentir d'où vient le vent et de voir où se trouve la génération Z. Et aussi vraiment, avant tout, voir où en sont les algorithmes de Twitter en ce moment. Je veux dire, c'est très difficile de regarder quelqu'un comme, prenons Matt Gaetz, d'accord? Matt Gaetz était un ancien membre républicain du Congrès de Floride. Maintenant, il anime une émission sur One America News. Matt Gaetz et moi étions très amicaux pendant un certain temps, d'accord? Il m'a invité dans son émission en mars dernier, lorsque mon livre est sorti. Oli, il a qualifié mon livre de carte de bataille pour sauver la civilisation occidentale. C'était un segment d'une extrême gentillesse. Il posait des questions très intelligentes. Il avait clairement lu le livre. Il interagissait vraiment avec le contenu du livre à ce moment-là. Et quelques mois plus tard, tu sais, il parle de suprématie juive, tu sais, un terme qui a en quelque sorte des origines dans Der Stürmer, et il a reçu toutes sortes d'invités horribles. Je veux dire, est-ce que quelqu'un comme ça peut vraiment changer d'avis aussi vite, littéralement entre mars et juin ou juillet? Non, bien sûr que non, ça défie le bon sens, ça défie la réalité, ce n'est évidemment pas ce qui se passe ici. Je pense que c'est juste un cynisme profond, c'est une façon d'essayer de faire des clics, de gagner de l'argent, d'essayer de générer des extraits viraux pour satisfaire un segment petit mais très bruyant et très présent en ligne de la droite américaine et de la base d'utilisateurs américains d'Internet. J'adore le fait qu'il ne bronche même pas en passant de la promotion de son livre à accuser ensuite les gens de vouloir de l'argent. C'est juste incroyable de le voir profiter complètement de la mort de Charlie en essayant de promouvoir son livre comme si c'était le dernier souhait de Charlie. C'est vraiment incroyable. Aussi, pourquoi Michael Knowles se fait-il attaquer au hasard? Qu'est-ce que Michael Knowles a bien pu faire pour se retrouver maintenant sur leur liste? Michael Knowles, Megyn Kelly, ils les énumèrent, c'est ce qui arrive ensuite. D'accord, inévitablement, ça finit par se retourner contre eux. Je veux juste être clair, au cas où ce qu'il dit ne vous semblerait pas clair. Donc, les hommes blancs, dans la mesure où vous êtes prêts à sortir et à travailler pour servir, eux, vraiment son livre, pour vendre son livre, pour servir ses intérêts, qui sont très clairement Israël, vous êtes cool. Vous savez, personne ne va vous traiter d'antisémite. Tout peut bien se passer. Dans la mesure où, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas envie de faire ça, vous serez détruit. Matt Gaetz, à quoi pensait-il? C'est fou. Sérieusement, à quoi pensait Matt Gaetz? C'était super quand il faisait la promotion du livre de Josh Hammer, et maintenant, il est irrécupérable. Mais ensuite, et c'est là que ça devient important, Josh Hammer va encore plus loin. Il devient plus précis, abordant la question de savoir si Charlie commençait à fléchir dans son soutien à Israël. N'oublions pas, nous savons déjà que la réponse à cette question est oui. Avec le recul, 2020 prend vraiment tout son sens. Écoutez bien. S'il allait dans la direction que Candace Owens et d'autres disent comme qu'il prenait, vous savez, c'est un point très très simple. Qu'aurait-il eu contre moi? Et notre ami le rabbin Pesach Wolitzki, littéralement la veille de sa mort, a passé 1 heure entière à discuter de la façon de répondre aux arguments anti-israéliens. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a tout simplement aucun sens. Son cœur était absolument à la bonne place. Encore une fois, il essayait de naviguer dans des eaux vraiment très agitées. Oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Charlie était simplement au téléphone à chercher des arguments, essayant de naviguer dans des eaux agitées sur la façon dont il allait s'exprimer. Ces jeunes avaient quelques questions sur Israël. Il était inébranlable, mais il avait heureusement le livre de Josh Hammer et voulait le parcourir pour s'assurer qu'il se souvenait de tout. Maintenant, c'est probablement aussi le bon moment, en faisant référence à cette petite conférence téléphonique qu'ils ont eue, peu importe si c'était un appel Zoom, pour vous dire que ce rabbin, le rabbin Waliki, était aussi sur la désormais fameuse chaîne de texto. Cela signifie donc que ces deux personnes savaient exactement où en était Charlie, sur le sujet d'Israël et ce qu'il ressentait à l'approche de ce moment où il est décédé. Et encore une fois, comme je l'ai dit, 2 semaines avant cela dans les Hamptons, il savait où il en était. Tucker Carlson vous a dit la vérité sur sa position concernant Bibi Netanyahou. Personne ne veut aborder ou répondre à la question de savoir si, lorsque Bibi Netanyahou l'a invité en Israël, quel en était le contexte.
Pensez-vous que ce type menait une guerre sur 140 000 fronts parce qu'il ne cesse de provoquer des conflits tout en prétendant être une victime? Il a vraiment le temps de décrocher le téléphone et de bavarder avec Charlie Kirk, dont, selon la lettre publiée, il n'avait même pas le numéro en mai. Alors, pourquoi l'appelle-t-il? Il n'était visiblement pas proche s'il n'avait pas son numéro, non? Alors, pourquoi appelle-t-il Charlie? Pourquoi invite-t-il Charlie en Israël 2 semaines avant de mourir, n'est-ce pas? Personne ne veut reconnaître que Charlie a dit non. Il l'a fait, il a dit non. Il n'a pas bronché, il n'a même pas scié. Il était juste occupé et ne pouvait pas se rendre en Israël ou quelque chose comme ça. Maintenant, je dirais qu'en ce qui concerne le rabbin Waliki, je pense qu'il a plus de conscience et d'âme que Josh Hammer. Je ne l'ai pas vu faire la promotion de son livre. Il ne ment pas de façon aussi audacieuse et répétée et ne tweete pas de manière aussi névrosée que Josh Hammer. Mais je veux que vous écoutiez ce qu'il a répondu lorsqu'on lui a demandé si Charlie se retournait contre Israël ou non. Donnez-nous votre analyse rétrospective, Rabbi Waliki. Les théories du complot délirantes en ligne, sur les réseaux sociaux, prétendent qu'Israël et le Mossad sont derrière l'assassinat de Charlie Kirk parce qu'il se retournait contre Israël. Or, vous lui avez parlé quelques heures seulement avant sa mort. Avez-vous eu le sentiment que c'était le cas, qu'il se retournait effectivement contre Israël? Écoutez, Lidar, j'étais en contact avec Charlie presque quotidiennement depuis des mois. Et il avait certainement quelques désaccords avec la politique israélienne et il critiquait Israël lorsqu'il le jugeait approprié. Il croyait parfois à certaines choses, comme beaucoup de gens qui suivent les médias, et c'était vraiment l'essence de notre relation, vérifier les faits et découvrir la vérité. Mais cela ne veut pas dire qu'il était immunisé contre les sentiments négatifs qui circulaient. Et il y avait beaucoup de gens autour de lui dans le mouvement America First qui travaillaient activement à le convaincre de se retourner contre Israël. Mais la véritable réponse à votre question, c'est la réunion que j'ai eue avec lui. Et tout l'objectif de cette réunion convoquée par Charlie, c'est Charlie qui a demandé cette réunion et elle était prévue à notre agenda depuis des semaines, était qu'il partait en tournée sur les campus. L'Utah était la première étape de sa nouvelle tournée sur les campus. Et ce que beaucoup de gens en Israël ne réalisent pas, ou dans la communauté pro-israélienne ne réalisent pas, c'est qu'entre 40 et 50% de toutes les questions et objections qu'il recevait lors de ses tournées sur les campus concernaient généralement Israël. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de sentiments anti-israéliens sur les campus, et Charlie était connu comme un soutien d'Israël. Il s'est donc retrouvé dans une position où il devait défendre Israël en permanence. Et ça le rendait fou parce qu'il voulait parler de l'Amérique, mais il se retrouvait tout le temps à défendre Israël. Alors, en préparation de cette nouvelle tournée sur les campus, il a convoqué une réunion avec quelques personnes en qui il avait confiance pour parler des questions liées à Israël, anticiper les questions et les défis auxquels il serait confronté lors de cette tournée, et s'assurer qu'il détenait la vérité et qu'il pouvait formuler des réponses avec lesquelles il se sentait à l'aise. Si Charlie s'était retourné contre Israël, pourquoi aurait-il même pris la peine d'organiser une telle réunion? Pourquoi aurait-il convoqué une réunion avec quelques-uns de ses amis pro-Israël pour discuter des questions liées à Israël, s'assurer que ses faits étaient exacts et que ses arguments étaient clairs afin de mieux défendre Israël? S'il s'était retourné contre Israël, il aurait invité Candace Owens et Tucker Carlson à la réunion pour planifier comment jeter Israël sous le bus. Le simple fait que cette réunion ait eu lieu réfute cette théorie. Comment te sens-tu par rapport à ça? Maintenant que tu sais que Tarly, en fait, a mentionné à la fois Tucker et Candace 48 heures plus tôt, alors qu'ils essayaient de faire ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire contrôler à qui il a le droit de parler, contrôler à qui j'avais le droit de parler quand j'étais encore dans le mouvement sioniste, et que je me suis réveillée en réalisant qu'il y avait quelque chose de dangereusement anormal quand ils ont commencé à essayer de contrôler ma voix. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable d'y penser. Je le répète, Rabbi Waliki, vous aviez une âme. Au moins, il reconnaît qu'il se passait quelque chose, non? Je ne pense pas qu'il aurait été à l'aise pour tirer sur la mâchoire. Elle était incroyable. Achetez mon livre, n'est-ce pas? Il a adoré chaque seconde. Il est incroyable. Oh mon Dieu! Il aurait tellement aimé pouvoir y aller. La chose qui a le plus blessé Charlie Kirk, c'est qu'il ne pourrait jamais porter l'uniforme de l'armée israélienne, IDF. Il voulait juste aller se battre pour Israël. C'est un peu l'ambiance qu'ils essayaient de faire passer. Au moins, le rabbin Waliki reconnaît qu'il était sous une certaine pression. D'accord.
Il le dit doucement, mais il laisse entendre qu'il avait besoin d'avoir une conversation pour dire qu'il n'est plus à l'aise de répondre à ces questions. Parce qu'il ne ressent plus cela maintenant. Il se rend compte que quelque chose ne va pas. Je vous ai dit qu'il était particulièrement inquiet qu'Israël porte atteinte à la liberté d'expression en Amérique. J'ai des messages, textes qui le prouvent, d'accord. Donc, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il était conscient qu'ils avaient perdu la guerre de l'opinion publique et cela le pesait d'être perçu, comme le dit justement le rabbin Wolicki, comme cette personne qui défend simplement Israël, surtout quand ce qu'ils font est si manifestement immoral. Cela commençait à fracturer la perception que les gens avaient de Charlie, n'est-ce pas? Et Charlie, comme je l'ai dit, quand il s'est lancé là-dedans, comme moi d'ailleurs, nous étions sincèrement pro-Israël. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Est-ce que j'étais ignorant? Oui, je l'ai reconnu 1000 fois. Je pensais que ce n'était pas un sujet pertinent et ça semblait logique. Vous savez, les arguments les plus évidents semblent logiques. Pourquoi ne pourraient-ils pas avoir leur propre pays? Peu importe, je me suis concentrée sur son BLM. Il a toujours été sincère. Et je pense, comme je l'ai dit, qu'il l'était. Il en avait vraiment assez vers la fin à cause du comportement juif. Ces mots, pas les miens, en s'appuyant sur les stéréotypes du comportement juif. D'accord? Il ne voulait pas être harcelé. Il était harcelé. Il savait qu'il était harcelé. Et pourtant, ils veulent nous faire croire que moins de 48 heures avant sa mort, Charlie annonce cela. Il annonce qu'il n'a pas d'autre choix que d'abandonner la cause pro-israélienne à cause des donateurs juifs et de leur comportement correspondant à ces stéréotypes. Et malgré cette frustration 48 heures plus tôt, le lendemain, il a décidé d'avoir cette audience plus restreinte avec 2 personnes juives qui étaient sur ce chat et savaient qu'il était en colère. Mais cette conversation n'allait pas être un suivi ou en lien avec ce qu'il venait de leur exprimer quelques heures plus tôt. Au contraire, il était simplement comme un super fan du livre de Josh. Il disait « Waouh, ce livre est incroyable. Je veux parler au téléphone avec l'auteur. Quelle merveilleuse opportunité de parler à l'auteur. J'adore ça. Dis-moi comment j'ai eu cette idée pour le livre. Je veux en savoir plus. » Et j'aimerais aussi élaborer une stratégie pour gérer les questions qu'on me pose en utilisant et en promouvant ton livre. C'est ce que Josh veut nous faire croire, du moins, non? Et ensuite, on est censé croire qu'il a eu ce revirement spectaculaire. Donc il est passé de « j'en ai fini » à « et je t'adore ». Comment puis-je t'être encore plus utile? Et puis, ce même jour, il envoyait des messages à des gens en disant qu'ils allaient me tuer. Le même jour où il est sur cet appel Zoom, c'est un fait, cet appel Zoom du soir, comme Josh dit que c'était le soir, ou comme le New York Post l'a rapporté, je crois, non? Que c'était le soir, et qu'en même temps, ce même jour, il envoyait des messages à des gens en disant « ils vont me tuer ». Et on est censé en déduire que par « il », ce qu'il voulait vraiment dire, c'était Tyler Robinson. Il voulait dire « ils », eux. Évidemment, comme une personne non-binaire ou une personne trans, ils allaient le tuer. C'est ce qu'il ressentait. Tout le reste est complètement hors de propos. Il avait juste l'impression, une prémonition, qu'une personne trans allait s'en prendre à lui. Tu y crois, toi? Tu avales ça, toi? Et je veux dire ceci. Je parlais à quelqu'un plus tôt de combien il est intéressant qu'aucun d'entre nous, et je dis aucun d'entre nous, je parle de Tucker Carlson, Megyn Kelly, moi-même, quand nous parlions honnêtement et précisément de ce que Charlie traversait, de la façon dont il était harcelé et sous pression, et Megyn en a même parlé elle-même. D'ailleurs, Megyn, tu devrais probablement dire aux gens qui sont ces individus. Jamais, à aucun moment, nous n'avons dit qu'Israël avait tué Charlie Kirk. Je n'ai jamais dit cela parce qu'en me basant sur les faits que vous suivez dans l'émission, je n'ai aucune preuve de cela. Ça ne me sert à rien d'inventer un récit que je ne peux pas prouver, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je dirais ça? Mais ce que je dirais, c'est que je suis mal à l'aise face au nombre de mensonges que les personnes soutenant Israël ont racontés après sa mort. C'est presque le seul argument convaincant selon lequel Israël aurait quoi que ce soit à voir avec cette affaire. C'est la façon dont ils agissent en ce moment. Comme Bibi Netanyahou, la propagande, les mensonges, s'en prendre aux fils du Canada. Rien de tout cela n'était nécessaire. Personne n'a pensé au début de cette histoire que c'était 100% Israël. À 100%. C'est arrivé dans le pays des Mormons. Comment se fait-il qu'aucun Mormon, aucun président Mormon ne soit venu dire « Je tiens à préciser que nous n'avons pas tué Charlie Kirk 24 heures après sa mort ».
Parce que c'est ce que Bibi a fait. Comment se fait-il qu'aucun Mormon n'ait lancé l'opération Pasteur Président Mormon en ressentant le besoin de m'attaquer sans fondement? J'étais en fait sur le dos des Mormons. J'ai été dans l'émission à les nommer, à dire qui faisait quoi. Les Mormons n'ont pas du tout été offensés par cela, parce qu'ils veulent savoir si quelqu'un est corrompu et a eu quelque chose à voir avec ça. Ils veulent savoir si leur Église a été impliquée dans cette affaire. C'est une réaction normale. Il ne s'agit pas de dire « ce n'était certainement pas nous », mais plutôt de dire « je fais partie de cette quête ». Moi aussi, je veux savoir qui a tué Charlie Kirk. Et je vais donc soutenir les efforts de Candace pour le découvrir. C'est exactement l'opposé de ce que fait Israël, non? C'est le seul fait troublant concernant les personnes qui soutiennent Israël. Leur comportement, pour le dire comme Charlie l'a dit. On va faire une petite pause ici. On va passer la parole à certains de nos sponsors. Je vous parle toujours de Riverbend Ranch parce que j'adore leur steak, le bœuf Black Angus, célèbre pour sa saveur exceptionnelle. Riverbend Ranch a porté le bœuf Black Angus à un tout autre niveau. Au cours des 35 dernières années, le ranch a constitué un troupeau Angus d'élite en utilisant la technologie des ultrasons pour sélectionner des bovins génétiquement supérieurs, en mettant l'accent sur la saveur et la tendreté. Chaque année, Riverbend Ranch fournit environ 850 bols de bœuf Angus noir d'élite contenant ces gènes spéciaux à plus de 260 espèces de l'ouest des États-Unis. Ranch. Ces ranchs partenaires reçoivent une prime substantielle de Riverbend Ranch pour l'élevage de ces veaux sans utilisation d'hormones de croissance ni d'antibiotiques. Et chaque automne, les veaux porteurs de ces gènes d'élite retournent au Riverbend Ranch pour passer l'été suivant dans de luxuriants pâturages de montagne. Lorsque vous achetez chez Riverbend Ranch, vous soutenez non seulement les 64 cow-boys et leurs familles qui travaillent au ranch, mais aussi plus de 260 autres ranchs américains et les centaines de familles américaines qui travaillent dans ces ranchs. Nés, élevés et transformés aux États-Unis, leur viande est affinée à la perfection pendant 21 jours, puis expédiée directement du ranch à votre domicile. Ce n'est pas du bœuf Angus noir ordinaire. Il est plus savoureux, plus tendre. C'est même le meilleur bœuf Angus que j'ai jamais goûté. En ce moment, si vous allez sur riverbendranch.com et utilisez le code promo Candice au paiement, vous aurez 20 $ de réduction sur votre première commande. Croyez-moi, vous serez très impressionné. Alors rendez-vous sur riverbendranch.com et utilisez le code promo Candice. Je voulais aussi vous parler du navigateur Comet AI, parce que nous passons tous beaucoup de temps chaque jour sur le web. Combien de temps passez-vous à cliquer partout lorsque vous êtes en ligne? Chercher, faire défiler, taper, ouvrir des onglets, ça fait beaucoup. Mais il y a un nouveau navigateur web avec IA créé par Perplexity, appelé Comet, qui change la façon dont vous utilisez votre navigateur. Utiliser Comet, c'est comme avoir un assistant personnel intégré qui peut vraiment faire des choses pour vous sur Internet. Pas seulement donner des réponses, mais agir concrètement. Vous pouvez demander à Comet d'effectuer des actions. Il peut cliquer, taper, chercher, faire défiler à votre place. Et ce que j'aime le plus avec Comet, c'est qu'il peut transformer le chaos des soirs de semaine en quelque chose de plus simple et sans stress, comme un dîner. En quelques clics, vous pouvez obtenir un plan de repas personnalisé basé sur les préférences de votre famille. Comet commande les courses pour moi et les fait livrer directement à la porte. Comet peut faire les courses pour vous, réserver des restaurants, organiser des voyages, résumer des articles ou des vidéos, envoyer des emails, planifier des réunions et bien plus encore pour vous simplifier la vie. Alors, reprenez le contrôle de votre temps en ligne, téléchargez le nouveau navigateur web de Perplexity, Comet, et laissez-le travailler pour vous, pas l'inverse. Découvrez-le sur pplx.ai/Candice. C'est pplx.ai/Candice. Et je veux aussi vous rappeler Just Thrive, parce que je les adore. Le plus grand secret de santé dont on ne parle pas et que tout le monde commence à découvrir, c'est que tout commence dans votre intestin. Chaque jour, votre intestin combat la nourriture transformée, le stress et les toxines. S'il va mal, tout le corps en souffre. La plupart des probiotiques échouent, 99% sont détruits par l'acide de l'estomac avant d'atteindre l'intestin. Le probiotique à base de spore Just Thrive est différent. Just Thrive est le seul probiotique prouvé à arriver vivant dans votre intestin, ce qui signifie qu'il fait ce qu'aucun autre probiotique ne peut. Il transforme votre intestin en une usine à antioxydants, créant des composés protecteurs là où c'est utile, pour une meilleure digestion, une immunité renforcée, plus d'énergie et une gestion du poids plus facile. Just Thrive existe en gélules ou en gomme aux fruits rouges. Leur gamme complète soutient la santé intestinale, immunitaire et cérébrale. Just Thrive aide les Américains à retrouver la santé avec des solutions scientifiques fiables.
Pour rejoindre cette révolution et reprendre votre santé, allez sur justthrivehealth.com et obtenez 20% de réduction avec le code promo Candice. Vous verrez la différence ou serez remboursé intégralement, sans question. Prenez le contrôle dès aujourd'hui avec Just Thrive. Rendez-vous sur justthrivehealth.com, code promo Candice à utiliser au paiement. D'abord, je veux lancer ce que je crois être un APB, avis de recherche et de disparition, de COP. Que signifie cet acronyme exactement, Marc? Je ne suis pas un bulletin d'information exhaustif. Vous voyez, on n'est jamais trop vieux pour apprendre quelque chose. Et bien sûr, Marc l'a su instantanément. Bulletin de tous les points. Marc a en tête une foule d'informations diverses et variées sur tous les sujets. Nous ne savons pas vraiment pourquoi. Première chose à faire, je dois lancer ce bulletin de recherche générale. Je cherche des images prises sur le campus de l'UVU, des images précises de personnes qui étaient présentes ce jour-là, et je veux être très précis ici pour ne pas saturer la boîte mail, car évidemment, quand vous envoyez des fichiers volumineux, je recherche des vidéos de tout homme plus âgé, d'accord? Tout homme plus âgé ce jour-là qui avait les cheveux longs attachés en queue de cheval ou en chignon. Donc, si vous êtes étudiant à l'UVU ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, merci de faire circuler ce message et de demander aux gens de m'envoyer leurs vidéos. Je veux simplement voir des images d'hommes ayant suffisamment de cheveux longs pour les attacher en queue de cheval ou en chignon. Il y a bien sûr une raison précise pour laquelle je demande cela. De plus, alors que je parcours la Terre à la recherche de chaque extrait vidéo, il y a un manque presque incompréhensible de séquences provenant du côté gauche de Charlie. C'est-à-dire, si Charlie fait face à la foule, ce serait son côté gauche. Nous avons donc pris l'initiative de vous montrer précisément d'où je cherche à obtenir des images. D'accord, je n'arrive pas à trouver de séquences provenant de cette section. Chris, si tu pouvais revenir à la première image aussi. Cette section juste ici, si vous étiez assis là ou passé à la suivante, tout sur le côté, lorsque les coups de feu ont retenti ou juste avant, peut-être dans les 10 minutes précédentes, pour que je puisse voir qui était là ou ce qui s'est passé quand les coups de feu ont éclaté, c'est étrange. C'est comme un trou noir. Il est impossible d'obtenir des images de cet angle depuis l'avant. Vous vous demandez sûrement, est-ce que Turning Point n'a pas ces images? Comme nous l'avons appris, Turning Point ne va rien montrer à personne en 4K ou en 5K, je pense, parce que cela pourrait être utile ou quelque chose comme ça. Donc, nous devons le faire de cette façon, de manière organique, ce qui prend beaucoup plus de temps. Je tiens aussi à dire ceci. Vous pouvez d'ailleurs envoyer cela à tipsycandaceowens.com. Nous avons également d'autres informations à tipsycandaceowens.com. Et s'il vous plaît, indiquez simplement cela dans l'objet du message. Image à UVU. Ce serait très simple, cela nous aiderait à trier les choses. Nous avons un peu fait le ménage dans la boîte de réception. Encore une fois, plus d'informations à candiceowens.com ou tipsycandaceowens.com. Vous savez, quelqu'un à qui je parlais plus tôt aujourd'hui évoquait, l'anxiété que traverse Turning Point. Je tiens d'abord à dire ceci parce que j'ai ressenti la même chose dans d'autres entreprises. Il y a des personnes formidables qui travaillent chez Turning Point USA, la grande majorité d'entre eux. Et c'est ce qui est dommage quand les dirigeants prennent une direction. Ces personnes n'ont rien à dire, n'est-ce pas? Cette enquête est soutenue par Turning Point USA, pas par les cadres, mais par les gens de Turning Point sur le terrain, des personnes auxquelles ils ne pensent même pas, des employés plus modestes. Ils se soucient profondément de ce qui s'est passé. Ils tiennent vraiment à trouver des réponses concernant ce qui est arrivé à Charlie Kirk. Donc, nous ne voulons jamais donner l'impression que c'est toute l'organisation Turning Point. Ceux du sommet ne sont certainement pas ceux de la base. Et quelqu'un m'a dit, « Et si ce que tu fais détruit Turning Point USA? » Et j'ai répondu, « Tu sais quoi? C'est ce que je dis toujours. Si la vérité est capable de détruire votre entreprise, la vérité, alors est-ce que votre entreprise mérite d'exister? Si les gens découvrent la vérité sur la façon dont Candace Owens traite ses employés, Candace Owens n'aura plus de carrière. Si les gens apprennent la vérité sur ce que fait Candace Owens le week-end, cela détruira sa carrière. En gros, cela signifie probablement que vous n'êtes pas une bonne personne ou que vous n'êtes pas une bonne entreprise si la vérité représente une menace pour vous. J'ai entendu cet argument encore et encore. Je n'ai jamais eu peur. Et évidemment, je subis en quelque sorte en permanence une radiographie publique de ma vie. Les gens examinent, je n'ai jamais peur parce que je pense que je suis une personne correcte, non?
Je vis honorablement? Est-ce que je fais des erreurs? Oui, j'assume immédiatement mes erreurs. Et je suis très rapide à m'excuser auprès des gens quand je me trompe. Mais je ne suis pas une mauvaise personne, je suis loin d'être une mauvaise personne. Et j'essaye toujours d'être honnête. Alors ne vous préoccupez pas des gens qui se sentent menacés par la vérité, d'accord? C'est ridicule. Bref, à ce propos, vous pouvez évidemment voir en ce moment le lobby sioniste me déteste ainsi que Tucker Carlson. C'est du jamais vu dans la vie de quiconque. Cette dernière année, ils ont vraiment intensifié leurs efforts pour essayer de me détruire, moi et Tucker Carlson. La haine est profonde, elle est sinistre, elle est malveillante. Et ils ont envoyé pratiquement tous les soldats de base qu'ils avaient à disposition pour nous attaquer à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Nous attaquer à plusieurs reprises, faire des vidéos, les jambes et c'est déroutant. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle ment? Pourquoi dit-elle cela? Est-ce le bon moment? En fait, ça devient assez ennuyeux, je trouve. C'est un peu lassant. Je décrirais presque leur stratégie comme une blitzkrieg. Je ne veux pas être accusé d'être nazi ou d'utiliser ces deux mots allemands, blitzkrieg. Mais cela a vraiment ressemblé à un bombardement et ce matin, ils ont envoyé Dinesh D'Souza à mes trousses. C'est très, très convaincant, d'ailleurs. Il a publié un tweet pour convaincre les gens de ne pas me regarder. Il a dit « Je ne peux pas commenter Candace parce que c'est manifestement un spectacle de monstres. » C'est comme conduire sur l'autoroute et voir un fermier en train d'avoir des relations sexuelles avec un mouton. On n'a pas envie de regarder, mais on ne peut pas détourner les yeux non plus. Les problèmes commencent lorsqu'on essaie de l'analyser. C'est comme ça. Et j'adore la réponse d'Ishar Ali. Voilà ce que je veux dire. Ce sont ces personnes qui sont censées combattre Candace Owens. Au lieu de cela, ils tweetent des choses comme ça. Ouais, salut Dinesh. C'est un peu bizarre, mec. On ne peut pas s'identifier. Je dois te dire, si jamais je me retrouvais dans ce scénario horrible où je voyais un fermier essayer d'avoir des relations sexuelles avec un mouton, je pense vraiment que non seulement je pourrais détourner les yeux, mais je pourrais aussi appeler la police. OK, donc si c'est un peu ce que tu proposes, tu sais, comme quand tu ne peux pas détourner les yeux devant la bestialité. Dinesh, tu veux connaître ton opinion sur moi, pas ce qu'il y a sur ton ordinateur portable et comment ils t'ont peut-être fait chanter. OK, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Dinesh D'Souza. Et il répond, eh bien, c'était une blague. Ce n'était pas une blague. Tu t'es investi sérieusement et c'était bizarre. La situation est devenue bizarre très rapidement et nous en avons appris plus sur vous que sur moi. Cela semble être la situation. C'est comme un véritable boomerang. Mais oui, là, il commence vraiment à racler les fonds de tiroir. Il trouve des gens qui s'intéressent à des trucs bizarres. Donc, je pense que Dinesh D'Souza, s'il pensait que ça allait être parlant et convaincre les gens, oui, je comprends tout à fait. Oui, c'est comme, tu ne peux tout simplement pas détourner les yeux de ce genre de choses quand tu les vois. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Maintenant, parce qu'ils deviennent vraiment de plus en plus nombreux et, je dirais même, erratiques dans leur comportement obsessionnel, imprévisible, névrotique, il y a un vrai risque ici, non? Je n'accepte pas, et vous non plus, que Charlie Kirk ait perdu la vie parce qu'il a vraiment énervé le lobby trans. Ça me terrifie de penser que le jour où Charlie est mort, j'ai reçu plusieurs appels de personnes qui disaient que Tucker et moi devrions nous faire discrets parce que nous sommes aussi sur la liste. Et d'ailleurs, ils ne nous ont jamais dit qui leur avait spécifiquement dit ça. Je me demande pourquoi ils ne nous ont jamais dit qui leur avait dit ça. J'ai appelé Tucker. Je lui ai dit, j'entends des choses. Est-ce que tu entends la même chose que moi? Ils disent qu'on est les prochains. Et maintenant, je me demande, est-ce que c'était censé être une menace pour Tucker et moi, pour nous forcer à assister à l'exécution publique? D'un de nos amis, puis à nous appeler pour nous dire « Vous devriez vous faire discret pendant un moment parce qu'on entend dire que vous êtes sur une liste. » Est-ce que c'était juste censé être une menace? Parce que pourquoi ne pas être plus transparent sur la personne exacte de qui tu as entendu ça? J'ai dit, est-ce que ce sont les fédéraux qui ont dit ça? Qui a dit ça exactement? Pourquoi ils n'appellent pas Tucker et moi? Pourquoi c'est moi qui appelle Tucker pour en parler? Et je l'ai fait. Il pourra te le confirmer. David Charlie Kirk a été abattu. C'est vraiment arrivé. Et je sors de la phase de deuil et je réalise, je pense que c'était un des éléments de tout ça, pour envoyer un message, pour lui tirer dans la gorge, non? Pour dire, nous avons réduit sa voix au silence et nous ferons de même avec la tienne. Et c'est terrifiant, et c'est réel, et ces gens contre qui nous nous battons sont dangereux, d'accord? Ne les sous-estimez pas,
Ils sont dangereux, ils sont arrogants et ils deviennent de plus en plus désespérés et des gens paniqués qui sont mauvais. De cette manière, ne sont pas des gens avec qui vous voulez jouer, n'est-ce pas? Les gens sont nerveux. Tout le monde le ressent. Et c'est pourquoi j'ai décidé que je ne sais pas ce qui va se passer, d'accord? Je ne sais pas combien de jours il me reste sur cette planète. Je sais pourquoi je me bats. Et je sais que cette vie n'est pas la finalité. Ce n'est pas le cas. Je vous le dis, ce n'est pas le cas. Les personnes qui veulent vous faire croire que c'est le cas, celles qui vous ont détourné de votre foi au départ, comme j'essaie de vous le démontrer, l'ont fait parce qu'elles savaient qu'elles pourraient ainsi vous asservir davantage. Elles veulent que vous ayez peur de la mort. Elles veulent que vous pensiez que c'est la fin. Elles veulent que vous pensiez que tout s'éteint, que tout est terminé et que vous n'êtes pas une âme, n'est-ce pas? Parce qu'ainsi, ils peuvent vous pousser à faire des choses, à protéger ce que vous possédez dans ce monde, à suivre leurs règles, à faire des choses que vous savez être mauvaises parce que vous avez besoin d'argent. Cela vous endoctrine dans leur matrice. Ce que je voulais faire, comme je l'ai évoqué hier et qui a été repris, c'était créer un interrupteur d'arrêt, n'est-ce pas? Se rendre compte que Kanye avait en quelque sorte raison. Il n'est jamais trop tard pour dire que Kanye avait raison. Kanye disait que pour être libre, il fallait violer ses contrats. Il fallait reconnaître que ta voix était contrôlée. Et Kanye l'a fait, tout simplement. C'était vraiment un acte de courage pour se libérer. Mais je n'ai aucun doute que les mêmes personnes qui torturaient Kanye, les mêmes qui torturaient Charlie Kirk, si Kanye mourait aujourd'hui, seraient les premiers à faire son éloge funèbre. Je le ressens. Drew, je le ressens. Je pense qu'il est important de partager cette information car Kanye m'a envoyé tous les messages, les gens qui le menaçaient. Je les ai tous pour partager l'information avec Max Blumenthal, avec des gens, des gens partout, pour envoyer un paquet et dire « Si jamais il m'arrive quelque chose et que ça semble suspect, divulguez tout ». Tu sais, il ne s'agit même pas d'avoir une réaction opposée et équivalente. Je veux que ce soit une réaction inégale. Je veux que ce soit une erreur. Parce que cela pousse les gens, ça catalyse le réveil des gens et leur permet de comprendre exactement comment fonctionne cette matrice. Et Alex Jones, j'ai évoqué cela dans son émission, mon Kill Switch. Voici ce qu'il avait à dire. Qu'est-ce qu'elle lui a tendu des pièges? Elle sort et dit « Ouais, Charlie m'appelait. Il voulait encore que je ne participe pas à ces événements et tout le reste. Et il était aussi vraiment inquiet que le lobby israélien s'en prenne à lui. Et ils ont dit « Tu es un menteur. Charlie ne t'aimait pas. » Charlie ne t'aimait pas. Charlie ne t'a pas appelé. Il ne t'a pas envoyé de message. Alors elle l'a laissé dire ça pendant quelques semaines, puis elle a publié les messages. Et ensuite elle a dit, ouais, il était vraiment en colère contre le lobby israélien, et il disait qu'il rompait complètement avec eux. Il ne se laisserait pas intimider par eux. Et dans les semaines précédant sa mort, il disait « Tu es un menteur, ce n'est pas vrai ». Alors elle a publié ces messages il y a 2 jours. Maintenant, elle dit qu'elle a la preuve, et ce sont des messages textes, qu'il craignait pour sa vie dans les 2 jours et la veille de sa mort. Et comme on pouvait s'y attendre, ils le disent déjà, c'est une menteuse. Et elle va publier cela aussi. Et elle a également activé le Dead Man Switch à titre de précaution, tout comme les autres personnes concernées. James O'Keefe a fait pareil pour moi et d'autres juste avant de publier ses révélations sur le Prince Andrew, ce qui est dangereux, prouvant qu'il a bien violé les filles et étouffé l'affaire. Les gens disent « On le sait déjà. En quoi est-ce audacieux? Ah, tu vas publier la preuve irréfutable contre le frère du roi d'Angleterre. » Oui, c'est dangereux. Alors, à ceux qui disent qu'O'Keefe ne risque pas sa vie, avec tout ce qu'il a traversé, les arrestations, les inculpations, les perquisitions, essayez de vous mettre à sa place un moment avant de dire qu'il n'a rien fait. Cet homme est un champion. Mais le fait est que c'est un vrai Dead Man Switch. Elle l'a envoyé aux frères Tate, à Dave Smith, Max Blumenthal, Tucker Carlson et à d'autres. Eh bien, j'essaie de l'inviter depuis des semaines. Je suis un peu déçu qu'elle ne me l'ait pas envoyée parce que j'aimerais la soutenir, mais nous la soutenons. Donc ils disent déjà qu'elle ment. Elle va publier ça. Maintenant, cela ne prouve pas qu'Israël l'a tuée ou qu'il y a un lobby autour de ça, parce que je n'ai vu aucune preuve.
Ils ont dit que sa sécurité était israélienne. Ce n'était pas le cas. C'était juste la première réaction instinctive. J'ai dit, on peut certainement dire qu'Israël est un suspect, mais je dis qu'il faut voir des preuves. Nous devons comprendre la balistique et qu'il a vraiment abattu tout ça avant de commencer à dire, d'accord, le mobile. Je veux dire, on peut toujours examiner le mobile, mais d'abord, avec la situation médico-légale, est-ce qu'ils essaient de le dissimuler? Qu'en est-il de la balistique? C'est juste là où j'en suis. Je ne vais pas simplement dire quelque chose parce que les gens le pensent. Mais quand elle sortira ce titre, elle l'aura. Ne vous y trompez pas. Tout comme elle continue de nous offrir des prestations de qualité. Et elle n'a qu'à appâter l'hameçon avec le verre ou poser le piège à souris avec le fromage dessus. Et ils sortent et disent « Tu es un menteur ». Et là, paf, tu es un menteur. Boum, tu es un menteur. Boum, tu es un menteur. Boum, bam, spectacle. Et elle les laissera mijoter pendant 1 semaine environ, vous savez, et dire qu'elle est une menteuse. Puis elle le libérera simplement. En gros, elle dit « Tu m'as tué, cela n'a pas d'importance. Ça va sortir ». Et il semblerait qu'il pensait précisément qu'Israël allait le tuer. Il y a quelques mois, Michael Savage a dit « Netanyahou doit venir dans mon émission ». En pause, il a dit « J'espère que le Mossad ne me tue pas ». Cruz l'a vu. C'était sur le flux. Il n'a pas dit que c'était hors antenne. C'était pendant la pause. Donc il y a beaucoup de groupes qui veulent la mort de Charlie. Il battait les démocrates avec TPUSA, a poussé plus de 2,5 millions de personnes à voter conservateur pour Trump. Il faisait vraiment bouger les choses, plus que quiconque auprès des jeunes dans les universités. Donc je les vois comme le mobile. Et ils ont dit, nous voulons que Charlie meure. Ils ont dit, tu sais, ils ont célébré sa mort. Il y avait comme 6 Antifa. Ils disaient, Charlie sera mort demain. Puis ils ont dit, tu vois, on te l'avait dit. Et c'était dans la ville. Donc, tu sais, on a les Trantifas, les Antifa trans, qui courent partout et commettent toutes sortes de violences partout. Alors j'ai dit, d'accord, oui, ça colle. Donc tu vois le tableau, je veux dire, je pense, et il continue d'expliquer ce que nous ressentons tous, c'est-à-dire que honnêtement, nous n'avions aucune preuve, aucune raison ou logique de penser ou de soupçonner Israël, vraiment. Et c'est vraiment ce comportement insensé de dissimulation et de mensonge qui nous pousse à nous poser des questions. C'est ça, la réalité. Et d'ailleurs, remettre les choses en question ne veut pas dire qu'on a la moindre preuve que cela s'est produit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été réticents à l'affirmer. Mais ils n'agissent pas normalement. Et l'instinct, ça veut dire quelque chose. Ils n'agissent pas normalement. Aucun d'entre eux n'agit normalement. Ce ne sont pas seulement les dirigeants de Turning Point USA. Et j'ai essayé de me l'expliquer dans ma tête 1000 fois. Oh, tu sais, tout le monde est en deuil. Oh, peu importe. Ils sont en deuil. Il faut leur laisser du temps. Et puis, c'est arrivé à un point où je me suis dit, tu sais, ça ressemble à autre chose. Je ne sais pas pourquoi ils racontent de petits mensonges, et les petits mensonges n'existent que pour en couvrir de plus gros mensonges. Bref, tout ça, je veux aussi ajouter ici, avant de passer à certains de vos commentaires, vous montrer un extrait pour rappeler qu'il est très important de ne pas attribuer à tous les Juifs les opinions de cette secte très radicale qui détient beaucoup de pouvoir en Amérique. Des gens comme Josh Hammer ne se font pas renvoyer quand ils expriment explicitement, tu sais, qu'ils détestent les Blancs, peu importe. C'est comme, d'accord, tu peux même le mettre sur ton CV. Mais ce ne sont pas les gens, tu sais, avec qui tu es allé à l'école. Moi, j'ai grandi, entouré des Dave Smith de ce monde, tu vois. Et je dis toujours que j'en suis reconnaissant, parce que quand tu t'impliques en politique, ce que tu vois est tellement laid que tu te dis, oh mon Dieu, on tombe dans les stéréotypes. Tu incarnes tous les stéréotypes. Mais ce que tu vois, c'est l'emprise d'AIPAC. C'est une organisation politique. Et je dis toujours, si tu regardes n'importe quel lobby à Washington, ça va te faire détester quelqu'un, tu vois? Le lobby pharmaceutique va te faire détester les compagnies pharmaceutiques. Le lobby juif va te faire détester les juifs. Le Black Caucus va te faire détester les noirs. Et donc les gens qui vont à Washington, D.C. sont incroyablement corrompus. L'argent les gouverne et ils deviennent puissants. Le pouvoir corrompt. Absolument. C'est juste bon de s'en souvenir. Et j'ai eu envie de vous montrer cette blague. C'est un humoriste, John Marco Ceresi, qui est juif et qui tout simplement se moque, il plaisante. C'est ce que font les humoristes, ils se moquent d'eux-mêmes.
Ça fait que tout le monde se sent mieux. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui ne sont pas comme Josh Hammer. C'est un peu le message que je veux faire passer. Écoutez cette blague très drôle de Gianmarco Soresi. J'ai célébré la plupart des grandes fêtes juives en grandissant. Pessah était ma préférée parce qu'on pouvait la lire à table. Et c'est l'histoire où les Juifs nous étions réduits en esclavage par le Pharaon. Et puis Moïse a provoqué les plaies. Ensuite, nous nous sommes échappés et nous avons traversé le désert pendant 40 ans. J'aimais bien parce que ça rendait les Juifs cool. Mais c'était aussi un peu déroutant. Parce que je me disais, d'accord, comment sommes-nous passés de traverser le désert à être maintenant connus comme généralement fragiles? Et je ne savais pas, je ne comprenais pas jusqu'au jour où je suis parti en vacances à Miami avec ma petite amie très juive. Et dès qu'on est arrivé à la plage, elle a dit « On dirait un désert ici ». Et là, je me suis dit « Oh mon Dieu !» Et si les Juifs avaient exagéré tout ce temps? Nous avons été coincés dans les embouteillages en y allant. Ma copine disait « Laissez partir mes gens ». La plage était un peu bondée. Elle a dit « Il y a environ 6 millions de personnes ici ». Oui, vous avez compris. C'est fantastique. C'est drôle. Et il est bon de se rappeler que la politique est sérieuse en toutes circonstances. Mais la plupart des gens ne se comportent pas comme des psychopathes. Et ils sont très drôles et savent rire d'eux-mêmes. Très bien, je vais lire quelques sponsors avant de passer à vos commentaires. Nous allons d'abord vous parler de Home Title Lock. Parce que si vous êtes propriétaire, vous devez écouter ceci. Le FBI a averti les propriétaires d'une fraude immobilière en hausse, le vol de titres. Ce vol ne se fait pas en cassant vos portes et volant vos affaires. Cela arrive avec un document d'une page, une signature falsifiée et il est déposé au comté. Si votre titre de propriété, preuve légale de possession, est transféré hors de votre nom, des criminels peuvent utiliser votre propriété pour vider votre capital ou vendre votre bien et vous ne vous en rendrez pas compte avant de recevoir des avis de recouvrement ou de saisie. Je me suis associé à Home Title Lock pour que vous puissiez protéger votre capital et savoir si vous êtes victime. Utilisez le code promo Candice sur hometitlelock.com pour un rapport d'historique de titres et un essai gratuit de leur protection triple verrouillage. Vous aurez une surveillance et des alertes continues sur vos documents de propriété. En cas de fraude, leur équipe américaine couvrira jusqu'à 1 million de dollars pour la réparation. Encore une fois, hometitlelock.com, code promo Candice. Je veux aussi parler d'American Financing, car le coût de la vie reste incontrôlable. Beaucoup comptent sur leur carte de crédit pour couvrir les dépenses essentielles. Si cette dette s'accumule, sachez que vous n'êtes pas seul. Les Américains doivent collectivement plus d'1 trillion de dollars en dette de carte de crédit. Vous avez peut-être pensé à contacter mes amis chez American Financing, mais hésitez car vous ne vouliez pas perdre votre taux bas. Bonne nouvelle, ils ont créé le Smart Equity Loan, une solution pour vous aider à reprendre le contrôle de vos finances sans toucher à votre prêt. Contrairement à une marge de crédit hypothécaire, ELOC, à taux variable, le Smart Equity Loan offre un taux fixe, donc un paiement mensuel prévisible. Cela vous apportera la tranquillité d'esprit. Ce prêt vous aide à utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser des dettes à taux élevé, libérer des fonds et garder votre taux hypothécaire actuel. Commencez en 10 minutes, sans frais cachés. Appelez American Financing au 800-795-210 pour économiser. C'est le 807-95-12-10. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. American Financing net/Owens. Je veux aussi vous parler de Nimi Skincare, car il y a une raison pour laquelle nous aimons l'automne. L'air frais, les feuilles qui changent, la saison de transition, mais cette période est difficile pour notre peau. Parfois, la fin du soleil d'été et le vent d'automne peuvent nous laisser fatigués, desséchés, ternes. Si vous vous regardez dans le miroir et sentez que votre peau a perdu son éclat avec la saison, alors je dois vous parler de mon incontournable, Nimi Skincare. Nimi est la raison pour laquelle ma peau reste nette, ferme et lumineuse, peu importe le temps. Leur routine anti-âge en 3 étapes est une défense parfaite. Ce changement de saison apporte des ingrédients puissants, prouvés cliniquement, qui restaurent la barrière de la peau, exactement ce qu'il faut pour lutter contre l'air sec de l'automne. Il stimule la production de collagène. Il aide à atténuer les ridules, retient l'hydratation en profondeur et illumine votre teint, redonnant à la peau l'éclat sain de l'été. Voilà pourquoi j'aime Nimi. C'est une marque américaine, dans un univers de soins de la peau dominé par de nombreuses marques étrangères.
Nimi formule et produit tout ici aux États-Unis, offrant une qualité mondiale tout en restant fidèle à nos valeurs, foi, famille et liberté. Oui, vous ne devez pas compromettre vos valeurs pour profiter de soins de la peau exceptionnels avec Nimi. Préparez votre peau pour la nouvelle saison. Bénéficiez de 10% de réduction exclusive sur votre commande sur nimiskincare.com. Utilisez le code Candice10 lors du paiement. Encore une fois, nimiskincare.com. Code promo Candice10 à la caisse pour 10% de réduction. Très bien, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous donnez à Josh Hammer le bénéfice du doute? Pensez-vous qu'il a été inspiré? Parce qu'il y avait des gens qui ressortaient ce vieux tweet, ils le ressortent toujours, ils disent toujours qu'il y a un tweet de Trump pour chaque situation, et ensuite les gens le partagent selon les circonstances. Pensez-vous que c'est ce qu'il faisait dans le contexte des événements de ce jour-là, qui semblait être le sujet principal de ces tweets? On parle toujours encore d'Israël et on s'en prend toujours au Qatar et à Tucker Carlson, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Corey Henry, merci pour ce don. Et ma sœur de cœur, engage plus de sécurité. J'ai peur pour toi maintenant. Prenez soin de vous. Je prie pour vous et vos proches. Vous y êtes presque. L'appel téléphonique, il faisait pression sur lui. Waouh, juste waouh. Corey, je vais te dire, Charlie possédait la société de sécurité. Donc cette société de sécurité que tu vois autour de lui, il en était le propriétaire. Il a carrément acheté une société de sécurité et ça n'a rien changé. Et ils n'ont rien fait. C'était clairement un acte de vanité. Il ne devrait plus jamais être autorisé à travailler parce que pourquoi ne pas avoir... Enfin, il était une cible facile. Avec la somme qu'il payait pour cette sécurité, pour qu'il ne vérifie même pas les toits, tu pourrais exiger que quelqu'un ait accès au toit. Tu pourrais avoir un de tes gars sur un toit. Ce ne serait pas une bonne idée? Je ne sais pas. Je ne comprends tout simplement pas. Kelly Gibbs écrit « Ma meilleure amie catholique et moi te gardons dans nos prières. Merci Kelly pour ce cadeau. Chapelet et miséricorde divine. Je prie que Seigneur et Dame vous protègent pour sagesse. Gardons la perle rare. La foi transmise par les apôtres. Merci. » C'est un commentaire très touchant. José Cruz écrit « Candace, je t'aime. Que Dieu te bénisse. S'il te plaît, continue, ne t'arrête pas. Beaucoup d'amour du Mexique. Je ne suis pas affilié à Turning Point USA et je ne suis pas un libéral. Ne détruis pas Turning Point USA. Nous avons besoin d'un mouvement pour la jeunesse. Avance avec prudence. Assure-toi d'avoir tous les faits. Tu es une voix importante. Un mouvement de jeunesse doit être fondé sur la vérité. Comme je l'ai dit, Turning Point USA compte des personnes formidables qui ont travaillé et se sont engagées pour cette organisation, y consacrant leur temps, même comme bénévoles sur les campus universitaires, parce qu'elles croyaient en la vérité et savaient la recevoir de Charlie. Nous sommes à un tournant. Je pense que John et Irina Mapin, dans leur magnifique lettre d'hier, l'ont exprimé bien plus éloquemment que je ne pourrais le faire. Si vous poursuivez l'héritage de Charlie, cela veut dire continuer à se battre pour la vérité. Tant qu'ils le font, c'est fantastique. Ils auront un allié en moi. Je n'ai jamais attaqué Turning Point USA parce que cela venait d'eux. J'ai vu ce qu'il a fallu pour construire cette entreprise car j'ai participé à sa création. Mais si nous avons l'impression qu'ils sont devenus trop corporatistes, qu'ils ne répondent plus à nos questions, qu'ils nous font honte de les poser ou qu'ils semblent ne pas vouloir découvrir la vérité, je pense que ce que Tyler Boyer a fait sur X était maladroit. Il a été accusateur, il a insulté des gens. Dans cette mesure, ils ne survivront pas. C'est simplement la réalité. Je ne peux pas changer ça, n'est-ce pas? Les gens vont le remarquer, ils vont percevoir ce qui ressemble à de la trahison. Pour eux, cela semblera être une trahison de l'héritage de Charlie Kirk, parce que c'est ce que je ressens moi-même, n'est-ce pas? Nous le ressentons tous ensemble. C'est ça l'idée. Et donc nous proposons cela comme une correction de trajectoire pour eux. Vous savez, j'ai envie de croire qu'ils sont simplement en train de faire leur deuil d'une manière étrange, qu'ils ont une tonne de choses à gérer. Peut-être qu'ils craignent pour leur propre vie, je ne sais pas. Mais si c'était la vérité, ils pourraient quand même transmettre la vérité aux autres. Et c'est quelque chose dans laquelle Charlie excellait, et je veux que vous le sachiez. Et c'est pour ça que j'ai toujours défendu Charlie. Je n'ai jamais mordu à l'hameçon quand les gens disaient « il est ceci, il est cela ». Charlie savait qu'il était celui qu'il ferait entrer. Il était content de discuter. C'était un diplomate et un politicien parfait. Et ensuite, il appelait Tucker ou moi et disait « Toi, tu attaques là-dessus, tu y vas à fond, tu fais ça ». Je veux dire, comme quelqu'un l'a dit aujourd'hui, c'était un maestro. Il l'était vraiment. Il disait « Voilà, ça c'est la batterie. On va avoir besoin de la basse. Toi, tu vas devoir être les cordes. Moi, je vais jouer ça et ensemble, on va faire une symphonie. »
Ils ne travaillent pas avec les combattants. On a l'impression qu'ils travaillent avec les fédéraux. Ils ont dit explicitement qu'ils travaillaient avec les fédéraux, donc je ne sais pas quoi en penser, mais je te comprends. Je te comprends, et je ressens la même chose. Je veux que Turning Point USA survive, mais je veux d'abord qu'il soit honnête. Evie écrit « Merci pour ce don, Evie. Ça fait très Joey de Friends. Est-ce qu'ils savent que nous savons? Non. Un travail incroyable, comme toujours. Beaucoup d'amour et de soutien depuis l'Australie. Et si jamais Dieu nous en préserve, il t'arrivait quelque chose, je te promets qu'on se lèverait tous à l'aube. Merci. Je sais que vous le feriez tous, partout dans le monde. Et je sais que vous ne le sauriez pas, mais vous le sauriez maintenant. Vous savez ce que je veux dire. Comme si nous savions ce qui s'est passé. Voilà. Angela écrit « Suivez l'argent. Il ne ment jamais. » Christ est roi. Équipe Candice. Merci Angela. MJ Ramon écrit « C'est... Ce qui est fait dans l'ombre sera révélé au grand jour. » Absolument. C'est biblique. Angela Lewis écrit « Je suis mormone. » Nous t'aimons, Candice. Nous voulons simplement la vérité et nous prions constamment pour toi. Oui, je tiens à saluer la communauté mormone qui ne m'a jamais accusé d'être anti-Utah, anti-mormone, je ne sais pas quoi. Anti-saint des derniers jours, désolé, je ne connais rien à votre foi. Mais vous avez apporté votre aide et c'est incroyable. Et vous voulez savoir, tout comme moi, je veux savoir. Comme nous voulons tous savoir, Kian Herbrecht, j'ai fait une belle chose. Charlie voulait que tu sois sur scène. À Amfest, ils ont voulu l'empêcher. Mais ainsi, il t'a permis d'avoir une scène plus grande. Il savait que révéler la guerre spirituelle devait être montré par toi sur une scène mondiale. Repose en paix, Charlie. C'est ce que je ressens. Oui, j'ai l'impression que tout ce qui arrive, et c'est pour ça que je dis que j'ai toujours été comme sa grande sœur. Comme si ça m'était arrivé à moi en premier. Et ça a été très douloureux. C'était difficile. Et pour Charlie, c'était douloureux aussi parce que tu crois que ce sont tes amis. Je le croyais aussi. Je croyais ce qu'il voulait, mon bien, je l'ai juste accepté. Une fois, j'ai retweeté Max Blumenthal et ils m'ont fait croire que j'étais la pire des personnes. Et je les ai crus sur parole avant de réaliser que c'était bien plus sinistre. Et jusqu'à présent, je suis reconnaissant de ne pas avoir eu à payer un prix plus élevé que la destruction de ma réputation et de mon nom, et leur tentative de me faire annuler partout. Denis Domian dit qu'à l'époque de la tromperie répandue, ceux qui disent la vérité comptent le plus. Merci Candice. Votre courage donne de l'espoir. En Croatie, Christ est roi. J'ai vécu là environ 3 mois pour travailler sur un mariage à Dubrovnik. Josie Ells écrit « Que Dieu vous bénisse, nous vous soutenons d'Australie. J'espère que vous me soutenez pour entrer en Australie. » En révélant les failles des États-Unis, vous nous avez ouvert les yeux sur le démonisme qui sévit également au sein de notre propre gouvernement. J'ai hâte qu'ils approuvent ton visa pour qu'on puisse te montrer un peu d'amour australien. Même ça, tu sais, c'est entre les mains de la Cour suprême ou de la Haute Cour d'Australie. Et si ça arrive, même ça, c'était censé arriver parce que je n'arrive toujours pas à croire que je sois, genre, banni d'un pays. Genre, qu'est-ce que je fais pour ça? Je n'avais même pas l'intention de parler d'Israël, rien du tout. Et pourtant, le lobby sioniste s'est soulevé et genre, elle ne peut plus parler. J'allais parler de l'instruction à domicile, des enfants, de mon histoire personnelle et des questions raciales. Et ils ont dit, vous ne pouvez pas entrer. D'accord, mais vous pouvez toujours télécharger mon podcast sur Spotify. Je ne comprends pas. Henry Love écrit à Spiritual War, merci d'être l'un des guerriers de la lumière. Merci, Henry. Rachel Ryder écrit « Je te dois des excuses, Candice. En tant qu'ancienne démocrate, j'ai honte d'admettre que j'ai dit des choses horribles sur toi. Injustifiées, je regrette tes propos honnêtes. Cœur d'escroc et de menteur. Nous ne te méritons pas. Que Dieu te bénisse. » Tu sais quoi, Rachel? Je vais aussi m'excuser parce que j'étais moi aussi en partie aveuglée et je pensais que c'était juste la gauche. Je me contentais de cette facilité de nous battre les uns contre les autres. Et je me rends compte maintenant que non, en réalité, nous luttons tous contre le véritable mal et que nous ne serons pas toujours d'accord en chemin. Je ne pense pas qu'on doive faire transitionner ces enfants. Je suis contre. J'y suis vraiment opposée. Mais je m'intéresse aussi davantage à l'origine de toutes ces idéologies. Je m'intéresse davantage à la guerre contre la famille. Je m'intéresse davantage à réveiller tout le monde en étant réellement plus charitable dans nos interprétations les uns des autres et de ce qui nous motive et moins charitable envers le gouvernement, n'est-ce pas? Parce qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Et c'est ça, le vrai danger, la véritable menace pour le gouvernement, c'est que la gauche et la droite s'unissent réellement. En fait, ils étaient en colère quand, de façon aléatoire, vous savez, ils ont juste traité Megyn Kelly comme une femme battue. Je ne sais pas, je dis quelque chose, elle se fait frapper. C'est étrange. Mais au cours de tout ça, Constantine lui a dit, quand il a dit « Tu dois faire une déclaration contre Candace ». Et Tucker, quelqu'un d'autre lui disait « Candace ne déteste même plus la gauche ».
Comme si c'était censé être un argument convaincant pour que Meghan me critique. Vraiment essayer de nous faire exister dans ce paradigme gauche-droite, ce qui ne sert qu'à ceux qui sont au sommet. Donc j'espère qu'il y aura plus de prise de conscience et plus de rassemblement sur les sujets sur lesquels nous pouvons nous accorder. Enfin, Miracle Média écrit « Candace, en tant que chrétienne, tu as l'autorité. Pour combattre toute discorde qui se présente à toi, récite et mémorise les psaumes 91, 121, 23, et je te garantis que les anges de Dieu protégeront tes pas, ta famille contre ces malfaiteurs. » Ce sont des versets de protection. Je te remercie beaucoup d'avoir dit cela, et nous prions tous les jours, c'est vrai. Mais tout est entre les mains de Dieu. Et je pense que nous sommes dans une grande période de révélation. Et c'est pourquoi nous traversons aussi une période d'anxiété, car avec cela, les démons s'engagent encore plus dans leur démonologie et nous devons donc nous engager davantage envers la vérité. Et oui, c'est à peu près tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Les amis, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer à la toute fin. Je vais prendre la semaine prochaine de congé. Je vais prendre environ 10 jours de repos. En fait, je vous donnerai plus de détails à ce sujet demain. Mais vous savez, je sens juste que j'en ai besoin. J'arrive à la phase d'acceptation. Je dois dire que les étapes du deuil sont très réelles. Et j'ai juste envie de prendre un peu de temps pour vraiment faire le deuil de Charlie à ma façon, dans ma propre intimité, et simplement reconnaître que je ne le reverrai jamais. Je ne lui parlerai plus jamais. Et dire au revoir à ma façon, prendre une pause et souffler un peu. Et donc, il ne m'arrive rien de grave. Je continuerai à envoyer de temps en temps un petit signe sur Instagram pour que vous sachiez que je vais bien, mais je voulais juste vous prévenir de ce qui se passe en ce moment. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez soutenir notre émission comme beaucoup l'ont déjà fait, rendez-vous sur candiceowens.com. Inscrivez-vous, rejoignez notre club de lecture ou achetez nos produits de la marque We Don't Know But We Know. Rejoignez-nous en prison quand Laura Loomer nous y enverra pour avoir écrit CIA en parodie. Et c'est une parodie parce que nous ne voulons pas faire partie de la CIA. Nous pensons qu'il y a beaucoup de corruption là-bas. J'espère qu'un jour, mon équipe me laissera le chapeau vert. Ils ne me l'ont jamais donné. Donc, si vous connaissez quelqu'un, que quelqu'un me trouve ce chapeau vert de la CIA, car des gens m'identifient dessus et je ne l'ai pas. Il est vraiment joli. Merci beaucoup pour votre soutien. On se retrouve demain.